Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général. Écoutez, d'abord, je veux, avant de poser des questions, moi je veux relever que nous avons la chance en France d'avoir une entreprise de taille mondiale qui joue un rôle stratégique, qui est rentable, qui est résiliente. Et s'il y a pu avoir des effets directs sur la pompe en France, posons-nous la question, est-ce que si nous n'avions pas une entreprise nationale de type Total, si nous avions ExxonMobil en France, est-ce que vous croyez qu'il y aurait eu volontairement une limitation du prix à la pompe? Probablement pas. Donc nous n'avons pas suffisamment de capacité de nous réjouir tous les jours de notre possibilité à peser sur les affaires du monde pour nous dire en plus on va affaiblir les quelques outils dont nous disposons. Maintenant, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. D'abord, une question qui n'a rien à voir avec les fiscalités, qui est une question technique, Monsieur le Président. Et je vous ai écrit à ce sujet. Le Suriname, je crois que d'ailleurs vous êtes impliqué au Suriname, la Guyana sont des pays qui ont une activité d'extraction. On y trouve du pétrole. Vous avez fait quelques tests, je crois, en Guyane française, qui, semble-t-il, n'ont pas été concluants. Est-ce que vous considérez que définitivement, sur le territoire national, il n'y a pas de ressources pétrolières? Est-ce que vous considérez que les techniques futures d'extraction, leur rentabilité, sont telles que nous n'y arriverons jamais? Est-ce qu'il faut oublier une capacité à trouver du pétrole dans un département français ou une région française? Oui, allez-y. Pardon. L'audition portait sur la fiscalité et les résultats. Là, on s'éloigne assez. Donc, je ne voudrais pas qu'on ouvre... Je vais vous répondre, monsieur le rapporteur, parce que vous êtes rapporteur. Vous m'avez écrit, je vais vous répondre par écrit, mais je ne voudrais pas que ce soit l'occasion d'élargir trop loin le champ de l'audition aujourd'hui. Bon, je le redis parce que je l'ai déclaré déjà devant la représentation nationale. Je vous rappelle l'histoire. Nous avons trouvé, en Guyane, des hydrocarbures sur un puits qui s'appelait Zaïdus, qui date d'une découverte qui date des années 2013-2014, où nous avons trouvé des quantités réduites, près de 50 millions de barils, ce qui est beaucoup trop faible pour pouvoir exploiter un développement, puisque c'est du grand offshore. En gros, pour pouvoir développer un gisement grand offshore, il faut trouver de l'ordre de 500-700 millions de barils. On a eu un puits positif. L'entreprise s'est alors engagée dans une campagne dite d'appréciation. On a foré 5 puits supplémentaires qui ont tous été négatifs. Ce qu'on n'aurait jamais fait dans aucun autre pays. Lorsqu'on fait une découverte limitée, on va en général faire 1 puits, 2 puits pour voir si on trouve l'échantillon. On n'a pas trouvé l'extension. Et encore une fois, je pense qu'à l'époque, on a voulu faire un peu être certain qu'on ne laissait rien derrière nous. Donc il y a eu des hydrocarbures en quantité beaucoup trop faible pour qu'ils soient commerciaux. Donc, on a fait le dernier puits. Alors, tous ces hydrocarbures, ils n'étaient pas très loin, quand j'ai une carte, de la frontière avec le Brésil. Donc, ils étaient complètement à l'est du bassin guyanais. On est allé faire... Les découvertes du Suriname ou du Guyana sont sont à l'ouest. Et en fait, alors j'ai une carte, je l'ai montrée, je la montre à beaucoup de personnes. Je me suis déplacé voir le président du conseil régional de Guyane pour la lui montrer. Même si personne ne nous croit. Bon, moi, je peux pas, comme on ne croit pas, il se trouve que le bassin du Guyana-Suriname est totalement déconnecté géologiquement. Ce n'est pas le même bassin sédimentaire que le bassin de la Guyane. Entre les deux, il y a un haut structural. J'ai des cartes en couleur qui l'imagent. Et donc, mes géologues me disent, enfin, j'en suis certain, c'est déconnecté. Donc, on ne parle pas du même sujet. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé à l'ouest du Suriname qu'on va trouver en Guyane. Ce n'est pas le même bassin. Je rappelle, le dernier puits qu'on a foré en France, en 2019, dernier puits foré avant que les lois interdisent de forer, on était reparti justement vers l'ouest du bassin Guyane en disant on ne sait jamais. On n'a rien trouvé. Donc, si vous me posez la question aujourd'hui, d'abord, vous êtes un scientifique, donc je ne vais pas dire il n'y a pas d'hydrocarbures en Guyane, puisqu'on en a trouvé en quantité faible, non commerciale. Maintenant, si on me demande si Total Energy est prêt à revenir forer en Guyane, la réponse est non. Je ne mettrai pas d'argent de Total Energy pour aller forer de nouveaux puits d'exploration en Guyane. Nous considérons que nous avons déjà beaucoup dépensé, près de 400 millions d'euros, pour un résultat négatif. Voilà la situation. Après, je laisse à la représentation nationale le soin de savoir si des lois de prohibition sont une bonne chose ou non. J'ai tendance à penser que s'il n'y avait pas la loi de prohibition, le débat serait peut-être moins présent. La prohibition, ça donne toujours le sentiment qu'on veut cacher des choses. Donc, je suis contre les lois de prohibition. C'est comme la prohibition de l'alcool. À Chicago, on prohibait la prohibition de l'alcool, les gens buvaient plus. Ou la prohibition au Moyen-Orient. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de vouloir interdire les choses parce que du coup, ça génère des mauvaises idées. Maintenant, je ne suis pas
Encore une fois, la position de Total Energy est claire. Nous avons fait le travail. On peut s'être trompé, mais on a fait beaucoup de travail, on a beaucoup foré. Donc nous n'irons pas forer sur le bassin de Guyane si la représentation nationale l'autorisait à nouveau. Monsieur le rapporteur. Voilà, mais c'est loin du dossier d'aujourd'hui. Oui. Donc je voudrais bien qu'on... Je vous en prie, c'est loin du dossier d'aujourd'hui, mais comme je vous avais écrit, je me suis permis de poser cette question. Et d'ailleurs, vous savez, Pierre Dac disait « tout est dans tout et réciproquement ». Donc, tout à l'heure, vous avez dit, j'ai noté cela, si la loi était modifiée, permettait aux sociétés françaises de tenir des comptes en dollars, peut-être que nous interrogerions sur le rapatriement d'activités économiques en France. C'est une piste intéressante. Est-ce que, donc je l'ai bien noté, est-ce que vous avez d'autres pistes de ce type qui vous permettraient de dire, au fond, oui, si la loi évoluait dans ce sens, nous, Total Energy, nous aurions, probablement, nous rapatrierions d'autres activités économiques sur le territoire national? Non, c'est la... Enfin, merci de la question et merci de l'avoir noté. Je m'engage aujourd'hui, je suis prêt à le dire. C'est plus simple pour nous de gérer des filiales en France où nous avons des sociétés mères où nous consolidons que de gérer des sociétés aux Pays-Bas. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Et aux Pays-Bas, il n'y a pas d'optimisation fiscale non plus, puisque les Pays-Bas exigent que les sociétés aient une activité réelle aux Pays-Bas, etc. Donc la réponse est oui. C'est une piste, c'est la principale piste que je connais qui nous permettrait de mettre. J'en connais pas d'autres aujourd'hui de ce point de vue-là. Alors bien sûr. En termes d'investissement en France, la situation est évidente. Là, on parle de localisation d'entités juridiques. L'investissement en France, il est aussi lié au cadre fiscal français, qui est relativement mouvant. Et pour revenir sur l'échange que nous avons eu de savoir si les cotisations sociétales étaient des prélèvements obligatoires ou pas, j'avais le sentiment que ça l'était vu les budgets de l'État. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a deux obstacles qui sont à la fois le coût du travail dans d'autres pays, qui est élevé, et d'autre part, il y a le fait que la fiscalité étant fluctuante, quand les grandes entreprises sont soumises à des fiscalités plus élevées, ça ne nous incite pas à plus investir en France. Et ça, c'est un autre sujet. Vous pouvez fermer votre micro, monsieur. Alors, vous êtes désormais également coté à New York. Vous avez plusieurs fois, à titre personnel, exprimé votre volonté de continuer à tenir la cotation sur la place financière de Paris. Et c'est précieux dans le débat. Toutefois, quelles évolutions du cadre réglementaire et fiscal français pourraient, non pas vous, mais enfin conduire Total Energy à abandonner la cotation sur la place financière de Paris pour ne conserver qu'une cotation américaine? Autrement dit, est-ce qu'il y a des lignes rouges qui conduiraient à la disparition de la place de Paris? Alors, nous ne quitterons pas la place de Paris, ça serait totalement déraisonnable. 90% de nos actionnaires, ils sont encore aujourd'hui localisés. Pourquoi nous avons ouvert la cotation à New York? Parce que malheureusement, depuis 5 ans, et je vais revenir au pourquoi depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, notre actionnariat a profondément évolué. Nous avions environ 27%, je parle d'investisseurs institutionnels, je ne pense pas des particuliers, 27% d'investisseurs institutionnels français. Ils sont aujourd'hui à ils sont autour de 12% aujourd'hui. Nous avons perdu 15% d'actionnaires institutionnels français. Alors que c'était une marque de fabrique de l'entreprise, il se trouve que le capital de l'entreprise, côté institutionnel, était largement détenu. 27%, c'est notable, de la même façon que l'Eni, c'est des Italiens, BP, c'est des Anglais, il y avait une espèce de concomitance. Et ces 15% sont passés côté investisseurs institutionnels américains, puisque maintenant, ils représentent 52%. Depuis ce trimestre. Donc on a accompagné le fait que le marché, je dirais, des actions énergétiques et pétrolières s'est déplacé vers les États-Unis. Alors pourquoi? C'est un certain nombre de règles que vous votez, messieurs les parlementaires, régulièrement, qui conduisent à fixer un cadre d'investissement dit responsable. C'est les directives SFDR qui sont en débat au Parlement européen. C'est les décisions du gouvernement français d'exclure Total Energy des listes des investissements dits responsables à cause des énergies fossiles. C'est tout un tas de décisions qui ont poussé les investisseurs français à considérer qu'ils n'étaient pas responsables, entre guillemets, de garder des actions de Total Energy. J'en suis le premier navré. Nous passons notre temps à leur expliquer le contraire. Ce n'est pas vraiment notre intérêt. Donc là, il y a une action à mener sur le plan réglementaire. Il y a un débat en cours au Parlement européen pour savoir si une entreprise qui produit du pétrole et du gaz peut être considérée comme une entreprise en transition
comme Total Energy, puisque même si nous continuons à produire ce pétrole et ce gaz dont tout le monde a besoin en ce moment, on n'arrête pas de me parler de carburant depuis 3 mois, donc heureusement que nous continuons à le produire, eh bien on investit chaque année 4 milliards par an pour construire un électricien. On était à 0% en 2020, on était à 10% de notre activité vente-production en 2025. On sera à 20% en 2030. Donc on investit dans la transition, et notamment dans les énergies renouvelables, de façon à être dit qualifié en transition. On verra si le débat au Parlement européen nous permet d'être éligible ou non à ces fonds d'actionnaires. C'est un débat pour moi très important parce qu'il renvoie quelque part à ces notions de nationalité et de souveraineté. Alors, décidément. Merci. Dernière question. Quand on regarde sur les 20 dernières années et on compare le CAC 40 et le Dow Jones, on a une observation qui est assez frappante. À Paris, un quart des sociétés ont été renouvelées. Un quart. Aux États-Unis, la moitié. Est-ce que vous avez une analyse, une explication, un commentaire sur le fait qu'il y a un faible taux de renouvellement des entreprises les plus importantes en France ? Est-ce que c'est lié au cadre réglementaire, à la difficulté d'innovation ? Quelle est votre analyse ? Moi, je pense d'abord que la France a la chance d'avoir de très grandes entreprises qui fonctionnent bien. Et il se trouve qu'elles sont pérennes, ce qui est plutôt pas mal, dans plusieurs secteurs. Alors, nous n'avons pas, effectivement, en France, comme en Europe d'ailleurs, un secteur, je dirais, technologique, notamment dans tout ce qui est digital, qui soit très vivant. C'est un vrai sujet à l'échelle européenne, pas qu'à l'échelle française. Il y a derrière sans doute des raisons vous le dites, liées au mécanisme d'innovation, au goût du risque, à l'envie de mettre du capital dans des activités plus risquées. C'est pas vraiment le sujet qui me concerne moi, mais je dirais, je vois dans votre question, il y a deux façons d'y répondre. Une façon positive qui est, on a des entreprises françaises qui fonctionnent bien et qui sont pérennes. Il y en a plusieurs, on doit s'en réjouir. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut attention à ne pas surcharger la fiscalité de ces grandes entreprises parce qu'elles sont très utiles au pays, y compris dans plusieurs domaines et pas que dans le domaine de l'énergie comme le mien. Et puis effectivement, il y a un manque aujourd'hui, je dirais, de capital. En fait, la vraie question, c'est pourquoi l'épargne ne va pas vers les capitales des entreprises technologiques privées. Là, il y a tout un champ, bien évidemment, à réformer. Je me suis déjà prononcé. Je pense que c'est lié aussi au fait que l'épargne est très attirée par le financement de la dette publique française, par les États qui absorbent. Il y a aussi moins de goût du risque et ça renvoie plutôt, alors je ne suis pas un expert pour le coup, à d'autres réglementations. Vous parlerez pour interroger nos collègues banquiers et assureurs, dit BAL 3 et autres affaires, qui aujourd'hui, après la crise de 2008, il y a eu en fait une divergence entre les deux côtés de l'Atlantique. Au début, en 2008, les Américains étaient liés avec nous pour dire on va mieux réglementer le monde financier, donc on va vers BAL. La vérité, c'est qu'ils l'ont fait, mais ils sont revenus en arrière largement. Ils ont à nouveau déréglementé, pendant que nous, Européens, on a largement réglementé le secteur financier. Et ce secteur financier est bridé. C'est pour ça que lorsqu'il y a une réforme majeure, je pense, en Europe, qui est l'union du marché de capitaux et de l'épargne, il faut juste pas simplement croire que parce qu'on va déverrouiller quelques points, si on ne déverrouille pas la réglementation qui contraint l'investissement dans les entreprises et notamment les règles de Bâle, j'ai peur qu'on n'ait fait qu'une partie du chemin. Donc voilà, mais ça renvoie, il faut plutôt interroger mes collègues du monde financier sur ce point. Monsieur le rapporteur général, merci.